Bon, ben on va enfin commencer. Tout d'abord, merci à tous d'être venus pour assister à ce workshop. Donc, on va parler aujourd'hui de la gestion des incidents de sécurité, tel que c'est présenté sur vos écrans. Donc, on a travaillé tous les trois, Ibrahima, Christopher et moi. Donc, Christopher, qui est analyste SOC chez N2, chez Bell, qui travaille sur des technologies tels que Splunk, et Ibrahima Job, qui est spécialiste en rien. Je pense que vous pouvez le lire sur l'écran. Donc, c'est réponse incident et enquête numérique. Donc, il travaille également sur des technologies telles que Splunk, Carbon Black et j'en passe. Et moi, je suis ingénieur en cybersécurité à la Banque de France. Et donc, dans mes différentes expériences dans le passé, j'ai dû faire face à la gestion des incidents de sécurité. On peut aller à la diapo 3, Ibrahima. Merci. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de la gestion des incidents de sécurité dans le cadre d'un SOC. Il faut savoir que toutes les entreprises ne sont pas organisées de la même façon. Certains ont des SOC, certains n'en ont pas. Et les organisations SOC également peuvent différer d'une entreprise à une autre. Mais l'organisation qu'on vous présente aujourd'hui, c'est ce que nous, on a pu observer lors de nos différentes expériences en entreprise. Donc, on va commencer par le SOC. Hein. C'est quoi un SOC? Donc, Security Operation Center. C'est une cellule dans laquelle travaillent principalement des ingénieurs ou des analystes qui sont chargés d'assurer la sécurité des entreprises, mais aussi des collaborateurs face aux différentes menaces qui peuvent venir de l'externe, mais également de l'interne. Ce qu'il faut savoir, c'est que déployer un SOC, c'est un projet ambitieux. Il faut construire étape par étape. Et le tout ne se résume pas forcément à un CIEM, donc en Security Information and Event Management. Mais il y a plusieurs outils qu'il faut prendre en compte dans le cas d'un SOC. Et du côté CIEM, les leaders du marché sont Splunk et puis QRadar, qui est vraiment axé cybersécurité. On peut aller à la diapo 4, Ibrahima. Alors, donc, au sein d'un SOC, on a les analystes N1 et N2 qui sont chargés dans un premier temps de la surveillance des systèmes opérationnels. Ils font également du tri d'informations, de la collecte de logs à travers le CIEM. Donc, il y a plusieurs équipements qui déversent les logs dans le CIEM et la collecte est faite à partir de là. Et cette équipe est également chargée d'identifier les vulnérabilités existantes qui peuvent être exploitées par un attaquant. Et ensuite, on retrouve une équipe d'analyse N3. Cette fois-ci, cette équipe peut être chargée de l'analyse complémentaire, également de statuer sur la réalité, la véracité d'une attaque et le mode opératoire. Et cette équipe peut également faire des recherches proactives, c'est-à-dire se mettre dans la peau d'un attaquant et voir derrière qu'est-ce qui peut être, quelle information peut être vérolée du système d'information. Et ces derniers s'appuient sur plusieurs sources, notamment le dark web, également des infos qui peuvent venir du CERT. Alors donc pour la troisième équipe qu'on appelait ici un incident management, cette équipe peut porter un autre nom au sein de d'autres entreprises. Comme je l'ai dit, le SOC peut être différent d'une entreprise à une autre. Mais c'est une équipe, je vous prends un exemple concret. Imaginons qu'on a un ransomware qui est avéré dans une entreprise où les analystes N1, N2 n'ont rien vu passer. Et en fait, c'est cette équipe qui va être chargée du retour à la normale et également va être chargée de documenter vraiment ce qui s'est passé, documenter les faits, et afin que la même chose ne se reproduise pas. Et dans une équipe SOC, on peut également retrouver des ingénieurs CIEM qui peuvent être chargés aujourd'hui des règles de corrélation au niveau du CIEM. Et également la mise en place des use cases, donc les cas d'usage pour la détection des incidents. Au niveau de la méthodologie des gestions d'incidents, il y en a plusieurs qui sont utilisées aujourd'hui. On a la méthode NIST, SANS et j'en passe. Mais vous allez juste noter un petit point là-dessus.
c'est que pour toutes les méthodes qui sont affichées, on peut noter que la préparation revient en premier. C'est parce que la préparation, c'est vraiment la clé d'une réponse à incident rapide aujourd'hui. Donc dans le cas de ce workshop, on a choisi de travailler avec la méthode SENS qui s'appelle PISREL. Je ne sais pas si tu peux passer, Ibrahima. Voilà. Donc, on a choisi la méthode PISREL qui part de la préparation, l'identification, le containment, l'éradication, la recovery, le listen learn, qu'on peut traduire par leçon apprise, euh, quand un incident est traité derrière. Et au niveau des outils de gestion d'incidents, il y en a une tonne, hein, on en a cité quelques-uns. Donc les leaders, on a de Hive et Cortex et ServiceNow, Datadog. Et on va mettre juste l'accent sur le SOAR, qui est aujourd'hui l'avenir du SOC, grâce à l'automatisation de certaines tâches. Qu'est-ce que ça permet le SOAR, c'est un gain de réactivité, un gain au niveau des ressources et également un gain de sécurité. Donc il y a pas mal de tâches aujourd'hui qui peuvent être automatisées avec le SOAR. Et on croit vraiment que le SOAR aujourd'hui, c'est l'avenir du SOC. Donc, je vais passer la parole à Christopher qui va nous parler un peu comment le SOC détecte les incidents au travers d'un schéma. Donc bonjour à tous. Tout d'abord, aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne sont pas capables de détecter lorsqu'un incident a lieu de leur système d'information. C'est pour cela, en fait, il est très fortement recommandé de mettre en place un CIEM, de prendre un service de CTI ou encore un CERT, des services qui peuvent être internes ou externes. Le fait de mettre en place un CIEM permettra au fait aux sociétés tout simplement de pouvoir centraliser leur log des outils de sécurité, tels que les antivirus, firewall, le contrôleur d'accès ou encore la messagerie. Le fait de centraliser tous ces logs-là dans un seul endroit permet au fait de pouvoir mettre en place une corrélation des logs qui va faciliter la détection des incidents de sécurité sur le système d'information. Identifier les machines à sévérité à risque leur permettra de pouvoir mettre en place des use cases sur leur CIEM, de mettre en place des tableaux de bord et aussi des utilisateurs à risque qui pourront faire l'objet des tableaux de bord qui vont être détectés en cas d'incident. Une fois l'incident est détecté, il y a une alerte qui peut être envoyée automatiquement sur la messagerie du SOC ou bien être identifié directement à travers un tableau de bord élaboré par cette équipe. Le fait de mettre en place aussi un service CTI permet au fait à la société d'avoir une vision externe de ce qui se fait au fait de ce qui est visible depuis l'extérieur de leur système d'information. Par exemple, un service exposé sur Internet, par exemple une interface administrateur exposée sur Internet, le service CTI pourra signaler ce type d'incident. Aussi, concernant les fraudes, tout ce qui est usurpation de marque ou encore enfin, des personnes qui atteignent à l'image de la société, ce type d'informations peuvent être remontées par le service CTI qui lance des alertes derrière. Ils sont aussi capables de pouvoir signaler en cas de vente de données de la société sur des darknet ou encore des forums où les données sont vendues. Euh, Tout cela font l'objet d'une alerte qui est envoyée à la messagerie de l'équipe SOC. Prendre un CERT permet aussi à la société de pouvoir s'informer par rapport aux outils qu'il y a au sein du système d'information. S'il y a un outil qui est aujourd'hui atteint par une vulnérabilité, le CERT est totalement capable de pouvoir vous informer, tel outil de votre système d'information est impacté par telle vulnérabilité. Donc, merci de corriger, etc. Voilà un peu le type d'incident qu'on peut recevoir en se basant sur ces trois outils et services. Une fois que le SOC reçoit l'alerte sur sa messagerie, le SOC doit créer un incident de sécurité. Donc, ça peut être un ingénieur qui va prendre
en compte l'incident, créer un outil, enfin, créer un ticket sur l'outil ITSM, investiguer sur l'incident en question et donner des recommandations pour que bah, l'incident soit remédié. Donc, le cadre où c'est pas un faux positif, bah, il assigne le ticket à une équipe de support qui prend en charge le ticket, qui va appliquer les recommandations données par l'ingénieur SOC. Et ensuite, une fois l'incident résolu, il peut fermer le ticket. Et si tout simplement il s'agit d'un faux positif, bah, le ticket est fermé, mais par contre, il est demandé au fait à ce que enfin, les détections, les mesures de détection soient au fait revues pour pouvoir bah, whitelister par exemple une adresse IP ou encore juste signaler que cet outil ne fait pas partie de notre système d'information ou encore bah, il s'agit enfin, de quelque chose qui ne nous impacte pas fortement et le ticket est fermé. Donc, si on passe à la slide suivante, du coup, ici, pendant cette présentation, on a décidé de mettre en place un scénario où il y a un employé de la société APAC Agro, Xavier Bagna, qui a reçu au fait un mail qui l'a jugé comme étant un mail malicieux. Vu que Xavier a suivi la formation de la sensibilisation contre les phishing et que la société, l'équipe sécurité a mis en place un bouton de report au phishing. En gros, un utilisateur appuie sur ce bouton-là, ça génère directement un ticket d'incident dans la messagerie de l'équipe SOC. Donc Xavier a été bien formé. Il a reçu un mail qu'il a jugé comme étant un mail frauduleux et il l'a signalé à travers ce bouton et ça a généré un mail envoyé automatiquement à l'équipe sécurité. Donc là, sur la slide d'après, vous allez voir que c'est le mail que Xavier a reçu. Donc Xavier a été bien formé car il a pu identifier sur ce mail-là que la personne qui a signé le mail n'était pas la même personne qui a envoyé le mail en question. Donc, du coup, Xavier n'a pas cliqué sur le lien qui est aussi sur le mail que vous pouvez identifier ou encore n'a pas ouvert le fichier Word qu'il y a sur le mail. Il a signalé directement. Voilà. Sur la diapo d'après, on voit que une fois que l'équipe SOC reçoit le mail de l'alerte de Xavier, donc l'équipe SOC crée un ticket derrière un incident de sécurité sur leur ITSM où ils doivent renseigner la sévérité de cet incident, donc de ce phishing. Donc la sévérité qui est un rapport entre l'impact et l'urgence de traitement de l'incident. Donc là, dans ce cas-là, c'est une sévérité qui est médium. Et ensuite, bah, donner la catégorie de l'incident. Donc là, dans notre cas, il s'agit d'un phishing. Le caller de l'incident, c'est Xavier Bagnères, du coup. Et ensuite, le TLP, le Traffic Light Protocol, c'est un indice, en fait, qui permet de pouvoir dire si l'information de cet incident peut être renseignée enfin, qui peut être renseignée à tout le monde, au fait, extérieur de l'entreprise. Ensuite, on a la partie où l'ingénieur SOC doit renseigner à l'incident et donner aussi des recommandations afin que bah, l'incident soit remédié. C'est sur la partie bah, description de l'incident tout simplement. Une fois que le ticket est créé, bah, l'ingénieur SOC peut prendre son temps pour regarder et investiguer sur le phishing qu'a reçu Xavier, en regardant notamment l'entête du mail reçu, identifier l'expéditeur du mail. Donc là, enfin, cette recherche, il le fait directement sur le header de l'email, mais il peut aussi le faire directement depuis le CIEM pour pouvoir identifier toutes ces informations-là, donc le sender, l'IP origine, et dans la partie en tête, on est aussi capable de pouvoir comparer, au fait, dans le cadre s'il s'agit c'est un spear phishing, on peut voir on peut comparer le sender avec la partie reply to, qui est
souvent différents en fait du sender. Donc en gros, les deux, c'est pas la même adresse. Du coup là, on peut se dire que bah, il s'agit d'un spear phishing. Et ensuite, on regarde aussi les attachés enfin, les URL qui sont attachés sur le mail en question. Donc, regarder l'URL, essayer d'investiguer dessus, de voir, faire un scan sur l'URL. Bah, il y a l'URL scan qui peut nous donner un aperçu au fait de ce qui se cache derrière cette URL. S'il s'agit au fait d'une page, une manière d'authentification où l'utilisateur doit donner ses identifiants, donc identifiants et mots de passe. Donc, on peut l'apercevoir depuis ce type d'outil, ou encore faire une recherche sur Virus Total qui va nous donner en fait la réputation de l'URL qu'il y a de l'URL en question qu'il y avait sur le mail reçu. Ensuite, bah, on regarde un peu le fichier reçu, le fichier Word reçu par Xavier, pour voir un peu, enfin, regarder un peu sur Internet ce qui se dit sur le fichier et voir si enfin, d'autres personnes en dehors de la société ont reçu aussi ce type de fichier. Essayer de générer un hash du ticket et essayer de le comparer sur Virus Total et voir si le comportement est jugé comme étant malicieux, vu qu'apparemment le fichier qu'a reçu Mathieu contient un macro dedans. Maintenant, la deuxième partie, ça serait de voir est-ce que d'autres employés que Xavier ont reçu ce mail. Donc cette partie, au fait, bah, montre tout simplement bah, l'importance d'avoir un CM, c'est-à-dire sur un CM, on va être en mesure de créer un tableau qui va filtrer au fait les informations par rapport au sender. En gros, on va filtrer sur le sender et l'objet du mail et identifier tous les utilisateurs qui ont reçu le mail en même temps que Xavier. Donc, une fois que ces personnes identifiées, on est capable de reprendre en fait ces utilisateurs-là, les croiser avec les logs du proxy et voir si ces personnes ont cliqué sur le lien. Donc, sur les personnes en question, donc les sources users, on verra si ils ont consulté l'URL qui était dans le mail reçu par Xavier. Et si les personnes ont reçu ont cliqué sur cette URL, bah, des recommandations sont données, des recommandations que nous allons voir ensuite avec Ibrahim qui va vous présenter par la suite. Merci beaucoup, hein, Christopher. Donc, après avoir fait les deux premières étapes, donc l'activité, en fait, la suite serait d'arrêter un tout petit peu, voilà, le saignement. Donc, au début, donc tout à l'heure, en fait, Christopher a parlé, en fait, de récupérer des observables. Ça veut dire, voilà, tout ce qui est en tête de mail, nom du fichier, hash, etc. Donc, en fait, nous, dans cette étape du containment, on va essayer de développer ce qu'on appelle en fait des indicateurs de compromission. Donc voilà, on va utiliser les mêmes, que ce soit analyser en fait en profondeur, voilà, le fichier qu'on a reçu en utilisant soit des sandbox ou bien aussi au niveau des endpoint detection. Donc l'idée ici, c'est de voir s'il y a des macros derrière, est-ce qu'ils téléchargent des payloads, etc. Et puis tout ceci peuvent être utilisés en fait comme des indicateurs de compromission. Et puis on peut toujours retourner en fait à l'étape 2 pour mieux faire le scoping, c'est-à-dire en fait mieux identifier en fait tous ceux qui sont concernés en fait par ce fichier. Donc voilà, là ça permettra de voir en fait est-ce qu'il y a une campagne en cours, etc. Donc une fois que ces indicateurs de compromission sont détectés, donc on peut aller voir aussi au niveau de nos plateformes de renseignement de la menace, de Threat Intelligence Platform, donc pour essayer de voir est-ce qu'il y a des campagnes en cours, etc. Mais tout ceci quand même dépendra, voilà, de la classification qu'on a faite au début en fait de cet incident, parce que selon des fois certains incidents, si on sait que voilà, si on développe des indicateurs de compromission et que ça soit très sensible, par exemple, on n'a pas envie de regarder sur certaines sources
tels que par exemple virus total. Si on a un hash et qu'on regarde sur le virus total, effectivement, notre action d'investigation peut être détectée par quelqu'un d'autre. Excuse-moi, Ibrahima, si on peut juste bloquer les micros. Je crois qu'il y avait un fonctionnement tout à l'heure. Moi, je parle, c'est bien que je garde le micro ouvert, mais peut-être c'est ce qui parlent pas, ils peuvent. Merci beaucoup. Et voilà, donc on va passer à l'étape 4, en fait, selon la méthode SENS, qui parle plutôt d'éradication et de remédiation. Ici, l'objectif, c'est vraiment, en fait, d'essayer de mitiger, en fait, l'incident. Donc, il y a des actions qui peuvent être menées, telles que bloquer cet expéditeur, si on se rend compte que ça fait quelques jours, voilà, qu'il envoie des mails. Voilà. S'il y a des domaines qui sont malicieux, voilà, on peut les bloquer, on peut en fait les rajouter en fait sur du sinkhole pour essayer de voir plus tard, voilà, pour ne pas les bloquer facilement. S'il y a des systèmes qui sont compromis, voilà, faire des rebuilds, etc. Et puis vérifier que voilà que ces remediations sont bien implémentées en fait quoi. Et l'étape du scoping, on revient dessus. Donc il est important, avant d'entamer en fait des actions de remédiation, d'être sûr qu'on a identifié tous les systèmes, tous les utilisateurs, tous les assets qui sont compromis ou bien qui sont concernés en fait par cet incident avant de passer à l'étape de remédiation. Voilà, ce qui se passe, c'est que voilà, si on passe à cette étape de remédiation sans pour autant identifier toutes les machines ou users en fait qui sont impactés, voilà, on risque voilà d'avoir voilà des systèmes encore qui sont compromis dans le système, et puis il y a toujours le risque en fait de l'infection. Donc à l'étape 5, voilà, là on va parler plutôt en fait d'essayer de revenir en fait au business en fait, au jour, voilà, au day-to-day business. Et donc du coup, ce qu'il faudrait voir ici, c'est vraiment en fait d'implémenter des solutions qui sont un peu plus à long terme. Donc sur le slide précédent, c'était plutôt des actions qui sont rapides, donc bloquer une IP ou faire des actions ou bien rebuilder en fait une machine, c'est quelque chose qui est assez rapide. Mais ici, on va essayer de voir en fait sur des actions qui sont un peu plus long terme. Est-ce que par exemple, nous on a reçu ce mail, mais on sait qu'en fait ce mail a été envoyé depuis un domaine voilà qui ne devrait pas être envoyé, donc c'est important d'implémenter des sender policy framework. Est-ce que par exemple voilà, les macros par exemple, on a vu qu'en fait les users ont reçu, ils ont cliqué en fait sur un fichier Word, ça peut être un fichier Word, ça peut être un fichier RTF. On sait qu'aujourd'hui les fichiers RTF, on peut mettre tout dedans. Donc un fichier RTF ou un fichier Word qu'on exécute, voilà, qui derrière lance un ActiveX, lance un malware carrément, parce qu'on peut mettre par exemple sur des fichiers RTF, on peut rajouter carrément du code. Donc, etc. Donc, bloquer en fait l'exécution voilà, automatique voilà, des macros. Et puis aussi, voilà, notamment sur des choses qu'on a reçues par mail, ou bien des fichiers qu'on a reçus par mail, ou bien aussi uniquement des choses qu'on a téléchargées en fait depuis Internet. Voilà, il y en a plusieurs en fait des mesures qui peuvent être implémentées en fait selon l'incident. Voilà, s'il faut voilà, implémenter de l'authentification multifacteur, etc. En tout cas, on n'est pas exhaustif, mais il est possible voilà, de mettre des solutions qui peuvent être à long terme. L'objectif ici, c'est de réduire la surface d'attaque de l'organisation. Et au final, dans la dernière étape, voir durant ce processus, quelles sont les choses en gros qui ont manqué dans le traitement de cet incident. Donc, ça peut aller à un moment donné du traitement de l'incident. On voulait contacter des personnes, bon, on n'a pas pu, d'accord. Ça, c'est un cas c'est assez simple hein, d'un phishing. Donc, ça peut être le cas, par exemple, d'une attaque, admettons, ransomware, et puis on sait qu'en fait, tous nos contacts ont été digitalisés, etc. Donc, il est important d'avoir les contacts qui sont imprimés, mis quelque part, etc. pour qu'en
qu'en cas d'incident, qu'on puisse être capable d'avoir toujours nos contacts à côté. Donc, durant l'incident, on peut se rendre compte que voilà, on a identifié des assets, on va avoir des informations là-dessus, on se rend compte que, voilà, que ce n'est pas patché, que ça n'a pas pris les dernières mises à jour, etc. Donc, rien que pour localiser l'asset, voir à qui ça appartient, etc. Donc, on se rend compte que, voilà, qu'il y a un blind spot là-dessus. Donc, on n'est pas capable d'identifier à qui appartient l'asset, etc. Et donc, du coup, tout ceci, voilà, ça reste des choses qu'on a notées durant le traitement de cet incident. Et l'objectif, c'est d'améliorer donc le processus de gestion des incidents pour que, voilà, pour faire mieux la prochaine fois. Donc là, on va parler rapidement d'un système et puis aller un peu plus dans le détail sur comment traiter en passant étape par étape. Donc, Erard a parlé tout à l'heure des Security Orchestration and Automation and Response. Donc, aujourd'hui, qui sont largement utilisés au sein des Security Operations Center. Donc, l'objectif, en fait, d'utiliser des SOR, donc, c'est vraiment, en fait, d'automatiser, d'orchestrer et puis, voilà, beaucoup d'étapes durant le traitement d'un incident. Donc, ça se présente comment? Ça se présente, en fait, sous forme d'un playbook. Et puis qu'on définit. Et puis voilà, on dit qu'en fait, voilà, on reçoit un mail, et puis à l'étape suivante, enrichir le mail, prendre tous les observables, faire le check de ces observables, faire un check au sein de l'organisation, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont reçu ce mail, identifier les utilisateurs, enrichir ces utilisateurs-là, voilà, qui est-ce qu'ils sont, etc. Est-ce que ce mail a été reçu par un VIP, etc. Donc, toutes ces tâches en fait, qui peuvent être faites en fait par l'analyste, donc vont être automatisées en quelque sorte, quoi. Donc, ça va servir en fait d'un gain de temps énorme en fait, voilà, pour l'analyste. L'analyste va se focaliser plus sur des actions un peu plus importantes. Ça peut être, par exemple, on a, voilà, le mail est venu, il y a un fichier qui est attaché. Donc, l'analyste choisit en fait de soumettre, voilà, ce fichier-là sur son sandbox, par exemple. Et puis là, voilà, le sandbox le fait. Là, il est toujours dans son SOR. Hein. Il ne sort même pas. Donc, il n'a qu'à cliquer. Voilà, il y a beaucoup d'intégration dans un SOR. Donc, aujourd'hui, les sandbox, voilà, il y a beaucoup de tools qui peuvent être intégrés dans ce SOR-là. Et donc, du coup, voilà, l'analyste reçoit le résultat d'analyse de ce fichier, etc. Et donc, faire cette analyse peut être une action manuelle que l'analyste va faire, mais toute autre action qui peut être automatisée va être automatisée en fait. Et donc, du coup, ça réduit drastiquement le temps de réponse et de gestion en fait des incidents, réduire aussi les erreurs parce que voilà, le fait de faire des copies-coller des fois, etc., on peut toujours faire des erreurs. Et l'objectif aussi, c'est vraiment voilà, d'être plus efficient et puis le plus rapide possible. Et puis l'intégration permet automatiquement sur la partie réponse de se rendre compte que voilà, qu'il y a qu'on a soumis tel IP, pour vous donner un truc très simple, on a soumis tel IP, on se rend compte que c'est très malicieux, etc. On peut faire une intégration avec le firewall pour demander que cet IP soit bloqué automatiquement. Donc, sans pour autant qu'il y ait une action humaine qui intervient. Donc voilà. Donc, en gros, aujourd'hui, c'est très utilisé. Et ça fait que voilà, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont dedans. Donc Palo Alto, dont on sait qu'avant, il était plutôt dans la partie network, ils ont rejoint un peu la partie cyber récemment, se sont investis en rachetant Demisto et qu'ils ont renommé Cortex XOR. IBM aussi est dedans, Splunk Phantom, il y a Rapid7. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui se lancent dans le marché des SOR en fait. Peut-être qu'APAC va lancer son propre SOR aussi avec DigiSOR. Et puis, donc là, on a parlé en fait tout à l'heure
de traitement d'incidents au sein d'un SOC. Ça, c'est le day-to-day life de ceux qui font, ceux qui sont dans les SOC. Donc, on parle d'alerte fatigue, etc. Donc, qui peut être réduit un peu par les sorts. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment fait du day-to-day. Ce qui se passe, donc, on n'a pas parlé de gestion d'incidents dans le cas, en fait, d'une cyberattaque. Qui peut être détectée par le SOC, hein, mais dans la plupart des cas, peut être détectée par des entités qui sont externes, ou bien voilà, on le détecte automatiquement. Donc aujourd'hui, on peut parler de dwell time. Le dwell time, c'est le temps qui passe depuis l'intrusion jusqu'à la détection. Aujourd'hui, en moyenne, on parle de plus de 100 jours avant de détecter un incident, une cyberattaque, on va dire. Donc, on se rappelle, voilà, nous tous, il y a quelques années, que Marriott, en fait, a eu un incident où les attaquants étaient présents sur leur système au moins 4 ans, donc avant qu'il soit détecté. Donc voilà, il y a beaucoup les analystes, voilà, ils peuvent mettre leur payload, ils peuvent faire un slip. Donc, on a vu dans le cas de Sunburst, quand votre système est infecté, quand ils mettent le payload, ils attendent 2 semaines avant de lancer leur payload. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça fait qu'aujourd'hui, en fait, pour gérer des cas de cyberattaque, donc là, l'organisation va être tout à fait différente. Donc là, on va parler en fait de management de crise, impliquer les cellules de communication, contacter l'assurance. Donc, je pense que ça, c'est primordial. Dès que ça passe, voilà, il faut contacter l'assurance. Donc, ils peuvent vous mettre souvent en relation avec des équipes de réponse à incident si vous n'en avez pas. Donc, le mieux, c'est de se préparer quand même. C'est de contracter, voilà, un contrat de réponse à incident qui fait que voilà, ces équipes vont pouvoir intervenir dans un temps très court en cas de cyberattaque. Et puis aussi, voilà, donc surtout avoir voilà, les experts techniques hein, qui vont être là pour faire du forensique, pour faire de la rétro-ingénierie, renseignement de la menace, la réponse à incident, etc. Donc ça quand même, ça va être au cœur. Voilà, mais ce sera toujours quand même bien d'avoir un responsable en situation opérationnelle. Donc lui qui va un tout petit peu voilà, être entre les équipes techniques et puis aussi les équipes de management, etc. Donc sachant qu'aujourd'hui, on dit que voilà, il y a 3 catégories d'entreprises, hein, donc ceux qui sont déjà attaqués, ceux qui le sont en ce moment, et puis ceux qui seront attaqués voilà, plus tard. Donc c'est important de se préparer à une éventuelle cyberattaque. Donc je vais passer la main à Erad qui va un peu nous parler de comment se protéger. Comment se protéger. Merci Ibrahim, en tout cas pour la description de la méthode qui serait là avec nous. L'idée ici, c'est de parler un peu de plusieurs mesures qui peuvent être prises au sein d'une organisation pour se prémunir des attaques. Donc l'objectif vraiment, hein, c'est de se préparer face à une attaque éventuelle. On sait d'ores et déjà que l'utilisateur reste le maillon faible de la chaîne. Donc on va vraiment axer la formation sur les utilisateurs. Tout ce qui est formation, sensibilisation aux risques liés à la sécurité de l'information. Et comme l'a dit Ibrahima tout à l'heure, l'idéal, ce serait vraiment de contractualiser avec une équipe de réponse à incident. L'avantage avec ça, c'est d'avoir un temps de réaction qui va être assez court en cas de cyberattaque avérée. Donc, on conseille également hein, la contraction d'une cyberassurance parce qu'on sait aujourd'hui que les cas de ransomware deviennent de plus en plus importants et les rançons demandés sont de plus en plus exorbitants. Et on pense derrière aux dégâts financiers que ça cause.
et les attaques se sont multipliées, on le sait tous, hein, entre 2019 et 2020. Donc, on préconise également la sauvegarde, mais pas seulement sauvegarde, mais également faire des tests de restauration. Beaucoup font des sauvegardes, mais peu font derrière des tests de restauration pour voir si ça marche réellement. L'investissement également au sein d'un SOC. Comme je l'ai dit au départ, hein, ça reste un projet ambitieux qu'il faut vraiment prendre à bras le corps pour que ça se déroule bien derrière. Il ne suffit pas seulement d'avoir un SOC, hein, mais encore est-il, il faudrait que le SOC soit derrière efficace afin de porter vraiment les fruits de l'investissement. Et également des PCA, hein, des plans de continuité d'activité et des PRA à mettre en place. Vous avez là à côté l'image du canal de Suez, hein, je pense que beaucoup l'ont vu cette semaine. Donc c'est un peu l'illustration aujourd'hui, hein, de l'équipe de cyber qui fait face aujourd'hui à une cyberattaque de grande envergure. Et derrière, on voit sur l'image, hein, que l'équipe cyber est un peu désarmée face à ce grand navire. Et on le sait tous aujourd'hui, les entreprises pour investir dans la cybersécurité, c'est un sujet aujourd'hui qui les intéresse pas forcément. Mais quand les dégâts sont là, c'est à ce moment-là qu'on s'y intéresse. Donc je pense que se protéger et se préparer est une bonne réponse aujourd'hui face aux menaces cyber. Donc voilà un peu ce qu'on a préparé pour vous. Et si vous avez des questions, nous sommes là pour vous répondre. Allô? Allô, alors, si vous avez des questions, levez la main. Merci beaucoup pour la présentation. Ça a été vraiment très riche. On a beaucoup appris. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Il y a Didier qui lève la main. Didier, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci à vous quatre, à vous trois pour la très, 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 très belle présentation. Moi, personnellement, j'en ai appris énormément et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle je me suis connecté à cette présentation. Je savais que je devais apprendre et j'en avais besoin. Du coup, j'ai noté au fur et à mesure de vos présentations plusieurs questions qui me venaient à l'esprit. Je vais commencer par la toute dernière puisqu'elle est encore devant nous. Iran, tu nous préconises une cyberassurance. Est-ce qu'on parle de cyberassurance? Est-ce qu'on parle de ce que vous avez fait comme présentation? Est-ce que ça parle de l'Europe ou de l'Afrique? Cyberassurance en Afrique? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, ceux qui travaillent là-bas, est-ce que vous avez des retours d'expérience? Est-ce que vous savez si ça existe et comment c'est signé, comment c'est analysé? C'est la première question. Est-ce que je pose toutes mes questions et vous répondez ou j'en ai trois en tout cas? Pas beaucoup. Tu peux poser toutes les questions et ils vont répondre. D'accord. La première question, c'est donc sur la cyber-résilience, quid de son utilité ou de sa réalisation en Afrique. La deuxième, c'est les outils que vous avez listés également. Vous parliez de virus total, de l'URL scan, des trucs de ce genre très basiques qui nous permet rapidement de détecter, d'avoir une réponse rapide. Même n'importe qui pourrait le faire. Est-ce que vous avez une limite est-ce que vous avez des limites sur ces outils-là? Est-ce qu'on sait quelles sont leurs limites? Est-ce que c'est vraiment professionnel? Vous-même dans les équipes SOC aujourd'hui, est-ce que vous les utilisez vraiment ou comment ça marche? Parce que moi, je sais que j'en ai déjà eu à utiliser. Ça me semble un retour, mais après, je me dis, bon, ben, écoute, je leur fais confiance, mais est-ce qu'ils ont des limites eux-mêmes? C'est la deuxième question. La troisième question, c'est plus personnel. Moi, ça me concerne et je me posais la question de savoir comment est-ce que j'ai vraiment besoin d'un SOC et j'aurais besoin de votre avis. Pour vous expliquer, dans mon périmètre, je suis infogéré par le groupe BPCE dans mon entreprise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis responsable sécurité. Je suis RSSI chez BPCE Solutions de Crédit, c'est une filière du groupe BPCE et je n'ai pas de SOC en interne. Par contre, je sais qu'il y a une équipe SOC au niveau du groupe. Et c'est cette équipe SOC qui fait la surveillance pour toutes les entreprises et filières, donc toutes les entreprises de la communauté. Par contre, je ne sais pas qu'est-ce qui surveille de moi. Je sais par exemple qu'avec la génération du télétravail, j'avais demandé explicitement qu'ils me fassent le retour sur toutes les connexions douteuses, on va dire. Et donc, j'ai les retours lorsqu'il s'agit des connexions, des gens qui se connectent par exemple avec leur PC personnel à travers des VPN. Quand ça apparaît bizarre, ils m'alertent et ils me connectent. Il m'informe, mais toutes les autres surveillances que le SOC fait ou ferait,
Je ne sais pas comment ils le font. Est-ce que dans mon périmètre, j'en ai besoin? Si oui, comment est-ce que je peux implémenter un SOC dans mon périmètre? Et sinon, qu'est-ce que je peux demander au SOC du groupe pour leur dire qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous regardez chez moi? Voilà mes 3 questions. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Ouais, tu as été assez clair, Didier. Je vais commencer par les autres pourront compléter, il n'y a pas de souci. Je vais commencer par ta question sur le SOC en ce qui concerne ton secteur. Comme tu l'as dit, je pense que BPCE a un SOC. Oui. Et si toi, tu es filiale de BPCE, l'idéal, ce serait que BPCE prenne également en charge ta partie. Moi, personnellement, on l'a vécu lors de pas mal de rachats lorsque j'étais chez Europcar. On a eu à racheter pas mal de sociétés. Et le travail derrière, c'est de mener d'abord des audits, savoir qu'est-ce qui marche pas au sein de sociétés rachetées, et de reprendre également la gérance au niveau du SOC, de toute la partie cyber. Je pense que Christopher est dans le même cas aujourd'hui, à travers un rachat qui s'est effectué au sein du groupe Bell. Mais il me semble que tu as dit également qu'aujourd'hui, suite au télétravail, il y a des choses que tu as demandées au SOC de BPCE. Donc, d'après ta réponse, je pense qu'il y a une partie qu'ils gèrent déjà, et quitte à toi de leur poser la question de savoir qu'est-ce qui est aujourd'hui regardé et comment on peut faire pour avancer ensemble, quoi. Voilà. Je ne sais pas, Chris, si tu veux compléter. Ouais, vas-y. Ouais, je vais compléter un peu. Pour compléter ce qui dit Gérard un peu, moi, ce que je pourrais te préconiser, ça serait vraiment de participer au comité, au COSEC de ta société filiale, et aussi de demander au fait chaque mois d'avoir des key performance indicateurs concernant ton périmètre. Comme ça te permet d'avoir un overview de ce qui est détecté sur ton périmètre à toi. Comme ça, tu te sentiras un peu plus rassuré, je pense, de savoir il y a eu telle ou telle détection sur ton périmètre, et de pouvoir demander ce qui a été fait, ou est-ce qu'il y a des parties où toi-même tu dois prendre en charge les choses ou pas. Donc voilà un peu ce que je pourrais préconiser, en tout cas à ce niveau-là. Donc après, vas-y. Du coup, concernant les outils tels que URL Scan et Virus Total. Et Virus Total, aujourd'hui, oui, au sein d'un SOC, nous utilisons ces outils-là, parce que du coup, ce sont des outils qui sont assez connus, et qui nous permettent de pouvoir récupérer des informations. Et ces informations-là, en fait, sont tirées d'études menées par d'autres ingénieurs en cybersécurité. En gros, c'est juste une sorte de comparaison de ce que nous, on a aujourd'hui et de ce que les autres ont détecté avant. Comme ça nous permet de pouvoir suivre un peu les bonnes recommandations à donner par rapport à ce que les autres ont détecté. Du coup, ça nous facilite le travail, en fait, ces outils-là. Un URL scan, ça permet en fait de pas accéder, par exemple, de cliquer à l'URL et de pouvoir avoir l'aspect de l'URL du site qui se cache derrière l'URL sans forcément ouvrir ce lien-là. Après, des limites je pense que ces outils-là sont nécessaires pour nous, parce que c'est une communauté qui nous donne pas mal d'informations pour pouvoir récupérer ces informations-là. Juste pour te compléter, Christopher, on a tous déjà reçu des appels de spam, où on décroche, on ne sait pas qui est au bout du fil, mais en mettant le numéro de téléphone sur Google, tu vois sur une plateforme qui te dit que c'est une arnaque ou c'est un télévendeur. Donc le but de ces sites-là, c'est vraiment ça, quoi, de voir ce que les autres ont détecté avant au travers de ce que tu y mets. Justement, la question, si vous me permettez de compléter juste sur celle-là, c'est si même les attaquants, ils peuvent aussi utiliser ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de contourner ça? Puisque eux aussi, ils sont au courant de ces sites-là. Ouais. Donc, du coup, voilà, pour rajouter juste, en fait, je pense que, ils ont déjà
comment ça s'appelle, décrit ce que font ces outils-là. Mais effectivement, il y a des limites. Les limites, c'est quoi? On a parlé en fait de virus total, par exemple. Le virus total, on peut, voilà, l'objectif de virus total, c'est de voir si on a un fichier, une URL, etc. C'est de voir le nombre d'antivirus qui peuvent le détecter par rapport à une liste d'antivirus qui est disponible. Ce qui se passe au fait de ce virus total, c'est qu'en fait que les attaquants savent, etc. C'est que quand vous soumettez par exemple, un document sur virus total, ben, tout le monde est capable de récupérer ce fichier-là. Ça, après, tout le monde ne sait pas, mais ceux qui font des attaques, ils sont capables de récupérer ce fichier-là. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est connu. Donc voilà, donc il faut faire attention dans l'organisation à quel fichier vous soumettez sur le virus total. Des fichiers sensibles, il ne faut jamais les soumettre parce que voilà, quiconque peut le récupérer. Une autre chose aussi, on se rappelle de l'attaque qu'il y a eu en Indonésie il y a quelques années, où il y a une banque le système SWIFT qui a été compromis et que la banque voilà, a été compromise et qu'il y a eu plus de 80 millions de dollars qui ont été dérobés. Mais on s'est rendu compte en fait, en faisant en fait des recherches que l'attaquant, en fait, un jour avant de lancer son payload, il avait soumis son fichier en fait. Donc, il avait regardé en fait sur le virus total s'il y avait des antivirus en fait qui le détectaient. Donc en fait il est possible quand on fait des recherches par un hash etc. de voir en fait l'historique donc que ça a été soumis déjà dans le passé. Donc en tout cas, donc comme ils ont déjà décrit, c'est des outils qui sont super bien. Donc URL Scan voilà, te permettra, au lieu de tester une URL sur ton organisation, sur ton système, il y a des outils voilà, qui te le permettent de le checker à part. Il y a d'autres outils tels que Passif Total qui te donnent une historique par rapport à un domaine, par exemple. Tu reçois un phishing, tu peux savoir quand est-ce que ce domaine a été créé, par exemple. Parce qu'il te donne l'historique depuis voilà, les 10 dernières années, en fait, de ce domaine, etc. Donc, en tout cas, c'est des outils qui sont utiles, mais il faut aussi prendre des précautions. Des fois, comme on a dit tout à l'heure sur le virus total. Donc, cyberassurance en Afrique, bon, en tout cas, moi, j'ai aucune idée là-dessus. Moi, pareil. Hein. Moi, j'ai aucune idée là-dessus. Et juste pour compléter par rapport à ce que mes amis ont déjà dit, par rapport, est-ce que tu as besoin d'un SOC en interne ou pas? Je pense qu'ils ont déjà répondu, avoir un SOC déjà groupe, c'est déjà très bien. Par contre, toi, en tant que RSSI, quand même, tu as besoin en fait d'avoir une vue de la sécurité de ton périmètre. Donc ça se fait quoi? Tu peux demander au niveau du SOC group quels sont les use cases en fait qui sont implémentés. Donc si tu n'as pas cette vue-là, si toi tu as la liberté d'organiser un pen test sans leur dire, ben, tu le fais. Tu organises un pen test dans ton périmètre que tu définis bien, et puis tu vas voir en fait est-ce qu'ils vont détecter des choses, est-ce qu'ils vont te remonter des choses. Donc ça peut te donner une idée de voilà, est-ce qu'ils font de la surveillance, si tu n'as pas vraiment de visu en fait par rapport à ce qui se fait chez eux. Il y a plein d'idées. Hein. Une autre idée, c'est que par exemple, tu peux avoir dans votre système rajouter un serveur, etc. Ben, ça tente de voir est-ce qu'eux, ils demandent à ce que les logs de ce serveur-là soient remontés. Donc voilà, s'il n'y a pas vraiment en fait ces infos-là, donc voilà, tu peux te dire que voilà, qu'il n'y a pas, si la surveillance en fait ne te suffit pas, donc du coup voilà, il y a moyen de demander à ce que la surveillance soit améliorée, ou bien que des fois que tu aies ton propre socle. Merci beaucoup vraiment. Excuse-moi Mbaye, juste pour compléter un peu DJ. Timing là. Excuse-moi Mbaye, juste 2 secondes. On a les que vous aviez, donc voilà. Tu termines, je te donne 1 minute. Ok. Juste pour t'expliquer, Didier, la mise en place d'un SOC, c'est juste pour compléter rapidement ce qu'Ibrahima a dit. Tout ce qui est use case, tout ce qui est règles de corrélation, comment on les obtient? C'est suite à une analyse de risque. Donc, on fait une analyse de risque et on sait derrière quels sont les risques à couvrir. Et c'est suite à ça qu'on va mettre en place des use cases et des règles de corrélation et derrière déverser le tout dans un SIEM. Merci beaucoup. Voilà. Il y a Will qui demande la parole. William, tu peux poser ta question. Oui, bonjour à tous. Ouais, du coup, moi, j'avais une question. Au sein d'un SOC, comment vous faites pour détecter
les virus polymorphes, étant donné que leur spécialité, c'est d'être pas vus au sein des IPS, des IDS et même des antivirus. En une minute. Rapidement, donc aujourd'hui, en fait, c'est important d'avoir en fait ce qui se passe au niveau des endpoints. Donc les EDR en fait, les EDR en fait te disent en fait, te donnent une idée en fait de tout ce qui s'exécute en fait au sein des endpoints. Donc il est hyper important en fait de lancer en fait beaucoup de hunting en fait. Donc au sein des EDR, donc qui peuvent t'aider à améliorer ta détection. Donc tu as parlé d'IDS et d'IPS. Bon, il y a d'autres outils, hein. Il y a des outils tels que Azure ATP. Donc voilà, qui peuvent détecter aussi des attaques qui peuvent être très pointues, qui peuvent ne pas être vues par ton IDS, ton IPS. Ouais. Donc c'est pour être rapide. Pour compléter un peu, D'accord. tout sera au fait basé sur le comportement du virus et l'EDR pourra ainsi détecter et bloquer. Ok, merci beaucoup. Il y a Papdam qui demande la parole et tu peux enchaîner directement. Papdam, tu as la parole. Ouais, j'ai une question par rapport au machine learning. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le niveau? Quels sont les prérequis pour basculer en machine learning? Et quel est l'apport si vous avez des expériences dessus? Ou bien est-ce que c'est juste du j'ai pas envie de dire bullshit, quoi. Du buzzword. C'est du buzzword, c'est ça? Oui. Du cyberwashing. Non, mais aujourd'hui, si tu crées un produit cyber, tu mets pas de machine learning, tu mets pas d'intelligence artificielle, Ouais. tu mets pas de... Voilà, ton produit ne va pas être vendu. Donc, il faut vraiment mettre tes mots buzz là, etc. Donc, voilà, donc pour être C'est la réalité, ouais. voilà, donc pour être plus truc, en fait, du machine learning, en fait, aujourd'hui, c'est utilisé en fait dans beaucoup de CM. Hein. Donc, aujourd'hui, les leaders, voilà, que ce soit QRadar, que ce soit du Splunk, etc. Donc, souvent, quand tu parles en fait de user behavior, ça te permet en fait de détecter en fait en se basant en fait sur du machine learning. C'est quoi par exemple? C'est un utilisateur, nous on a ça souvent, des cas comme ça, un utilisateur par exemple qui a l'habitude de se connecter depuis Abu Dhabi. D'accord? Ben, soudain, que ce soit moi, je pars en vacances au Sénégal et que je me connecte en fait depuis le Sénégal, mais ça va être détecté. Et ça, c'est le machine learning qui permet en fait de le détecter. C'est quoi? Il se dit qu'en fait, cet utilisateur-là a l'habitude de se connecter depuis une IP en fait qui est géolocalisée à Abu Dhabi. Mais si on voit soudain une activité qui est différente de ce qui est habituel, donc là, automatiquement, ça le détecte. Donc, je peux dire, en fait, sur des use cases qui sont comme ça, voilà, ça permet de le détecter. Il y en a plein aussi, hein, que ce soit sur Sentinel, Azure Sentinel, où, par exemple, on voit, en fait, des connexions simultanées sur accès à son mail depuis une IP géolocalisée quelque part, et puis accéder, par exemple, à Teams depuis une IP, en fait, qui est géolocalisée, en fait, ailleurs. D'accord? Des fois, ça peut être dû voilà, au service cloud, etc. Donc, du coup, oui, ça fait des détections. Ce n'est pas des détections qui sont avancées, mais ça fait des détections quand même qui peuvent être intéressantes souvent à relever. Si je me permets, en fait, pour soutenir ce que vient de dire Ibrahima, c'est très utilisé, en fait, dans les banques contre la lutte contre la fraude des virements bancaires. Et pour la machine e-learning, au top, on trouve ELK, le trio, LHC, Kibana, Loctach. Je pense Splunk et QRadar, c'est les meilleurs CM aujourd'hui. Bon, on ne qualifie pas ELK aujourd'hui. Il y en a qui ne positionnent pas ELK en fait au niveau des CM. Juste pour dire qu'en fait, donc machine e-learning, oui, très très utilisé, voilà. Donc et surtout dans les banques pour pouvoir détecter les positions, voir quand est-ce que la personne qui fait un virement en France en 1 heure, 2 heures après fait le même virement au Sénégal. Donc là, il y a une alerte qui sort ou s'il y a quelque chose qui est inhabituel, est-ce que voilà, tu fais des virements de 100 000 euros en 1 mois, voilà, des trucs du genre. Merci. Mbaye, on peut compléter ou Bon, il y a professeur Djibril Sow et Samania qui demandent. Je pense que c'est tellement intéressant. Allô. Allô. ça grisaille un peu.
Vous m'avez donné la parole ou bien? Oui. Oui, je voulais intervenir sur l'exemple de tout à l'heure sur le machine learning. L'exemple qui est donné sur quelqu'un qui se connectait d'habitude à Dubaï et qui part. Je pense que... Ouais, là, on t'entend beaucoup. Il est parti, Ouais. professeur Dubuisson. Il a des problèmes pour se connecter. Samania, Ouais. tu as la parole et on conclut. Allô? Non, j'ai pas de problème pour me connecter. Dakar est gâté, hein? Voilà, je ne sais pas ce qui a coupé mon micro, peut-être que je l'ai touché malencontreusement. En fait, ça grésille un peu, professeur Sow. Ça grésille aussi. Ah, d'accord, bon, peut-être que c'est un problème de micro. Ouais. Si tu utilises ton casque, tu peux... Ok, donc je renonce à la contribution. Merci. Non, tu peux, ça où tu as des choses intéressantes à dire, vas-y. Non, je voulais dire qu'il y a l'exemple qui est donné tout à l'heure, je voulais compléter. D'accord. Quand quelqu'un se connecte habituellement depuis Dubaï, il part en voyage, il change de point de connexion. En principe, ça, on n'a pas besoin du machine learning pour le détecter. Justement, on a besoin du machine learning. C'est pour quand il se connecte habituellement à Dubaï, le machine learning permettra de connaître ses habitudes de saisir son clavier, ses habitudes de navigation, ses habitudes de taper, et que même s'il change de point de connexion, qu'on sache toujours que c'est la même personne et qu'on l'autorise de se connecter. Donc c'est là où intervient le machine learning, c'est permettre à quelqu'un de se connecter même s'il change de point de connexion parce qu'on a étudié ses habitudes, on sait que c'est la même personne, même si son point de connexion a changé. Merci. D'accord, merci beaucoup, M. Sow. Je donne la parole à Samanya et on passe à la deuxième partie de ce workshop. Alors, Président, merci beaucoup. Donc, quelqu'un a déjà lu dans mes pensées, en fait, et a posé la question concernant voilà, tout ce qui est machine learning. Donc, merci beaucoup. J'ai plus de questions. J'avais une question, en fait, dans ce sens. Désolé. Merci. Somba. Est-ce que quelqu'un veut intervenir pour conclure, Erard ou un autre? Juste vous dire merci en tout cas hein, de nous avoir suivis. Ça a été un réel plaisir de partager ces infos avec vous. Bien sûr, le document, hein, je pense qu'il sera rendu public, hein, Ibrahim, pas public, hein, mais ça sera partagé au sein de la PAC. Donc on reste bien éventuellement disponible hein, si vous avez d'autres questions en dehors de ce workshop. Oui, merci beaucoup. On passe à la deuxième partie. Abdam, tu as la parole. Yes. Est-ce que j'ai le droit de partager mon écran ou pas? Oui, tu peux partager ton écran, s'il te plaît. Dites-moi dès que c'est bon pour vous.